dans une ville du Texas. Je lui ai dit, j'ai une famille, j'ai un fils, s'il vous plaît, ne me violez pas. Il a commencé à m'étrangler. Je n'arrivais plus à respirer. Qui sera sa prochaine victime? Il allait continuer. La police finit par arrêter un suspect, mais les preuves ADN le disculpent. Il était assez malin pour berner les enquêteurs. Il était le mal incarné. Je ne pensais pas qu'il puisse exister des gens aussi mauvais sur Terre. Une résidence est le théâtre d'un horrible meurtre. Elle a été poignardée plusieurs fois, ça ressemblait à une agression sexuelle. Qui avait bien pu faire ça et pourquoi? C'est quand ils se sont battus que le bouton est tombé. Mais qui est le meurtrier? C'était un crime sexuel, mais le coupable n'était pas forcément un homme. Un amant jaloux? Une stripteaseuse? Un ex-mari? Tous ont un mobile. Et c'est un vulgaire bouton de chemise qui permettra de résoudre l'affaire. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Savez-vous que dans le monde, une femme sur 5 est ou sera victime d'agression sexuelle au cours de sa vie? Et qu'aux États-Unis, une femme est violée en moyenne toutes les 90 secondes. Naturellement, la presque totalité des prédateurs sont des hommes blancs, dans 84% des cas, et 40% d'entre eux sont âgés de 18 à 25 ans. Le viol provoque un stress post-traumatique dont la victime guérit difficilement. Selon le Centre d'études américain des abus sexuels et de l'inceste, la phase aiguë du traumatisme se manifeste par une anxiété paralysante, des crises d'hystérie, de confusion et de larmes, l'obsession de se laver ou encore des vomissements et des nausées. Des traitements psychothérapeutiques donnent heureusement à long terme des résultats satisfaisants, les victimes parvenant à vaincre leur phobie et à retrouver une vie affective presque normale. Vous l'aurez donc deviné, le viol est au cœur de notre première histoire. Elle concerne un violeur multirécidiviste. Et je ne vous cache pas que le seul fait d'évoquer cette affaire provoque en moi un profond malaise. Il est 21h à Texas City. Stevie Green, 19 ans, sort du travail. Elle attend un ami qui doit la raccompagner chez elle. Mais il n'est pas au rendez-vous. J'étais furieuse parce qu'il m'avait posé un lapin. Les fêtes de Noël approchaient. Je voulais prendre un taxi, mais finalement, je me suis dit qu'il valait mieux éviter les dépenses avant les fêtes. Stevie décide donc de rentrer à pied. Elle habite à un peu plus d'1 kilomètre. Soudain, elle entend quelqu'un qui arrive en courant derrière elle. Les pas se sont arrêtés et j'ai senti un couteau dans mon dos. Je ne voulais pas mourir. J'étais prête à faire tout ce que cet homme voulait. L'homme la menace de la poignarder si elle ne se déshabille pas. Quand il était en train de me violer, je me suis mise à réciter le Notre Père. Et plus je priais, plus il s'énervait. Puis, le couteau toujours à la main, il lui demande de se lever. Il m'a demandé de me retourner et de lui tourner le dos. Quand je me suis levée, je me suis dit que je devais courir. Alors j'ai attrapé mes chaussures et j'ai foncé dans la rue en criant. Stevie est en état de choc, mais elle est vivante. Stevie avait beaucoup de mal à le décrire en détail. Elle n'a pu que nous donner une description générale, sa carrure, sa taille, ce genre de choses. Pendant tout le temps que ça a duré, il n'arrêtait pas de me dire de ne pas regarder son visage. La seule chose que Stevie peut dire de son agresseur, c'est que c'est un Afro-Américain avec un sweat à capuche qui cache son visage. C'était assez choquant que quelque chose comme ça puisse arriver à 21h15. Elle rentrait chez elle, elle marchait dans une rue que j'avais déjà empruntée avec mes enfants. Pour moi, c'était une rue tranquille. Aucun indice sur l'identité du tueur n'est retrouvé sur la scène de crime. Cependant, l'examen gynécologique de la victime permet d'établir un profil ADN. Malheureusement, il ne correspond à aucun de ceux du fichier judiciaire régional. La police examine alors tous les dossiers des criminels sexuels qui vivent près de la scène de crime. Et l'un d'entre eux correspond au profil. Son nom est Kenneth Ray Johnson et il vient de s'installer à Texas City après avoir passé 25 ans en prison pour viol. C'était le coupable idéal. Il venait de s'installer en ville. Au départ, il a refusé de coopérer, mais finalement, il a changé d'avis. Il avait plusieurs alibis, si mes souvenirs sont bons.
Johnson nie tout en bloc. Comme il est en liberté conditionnelle, il porte un bracelet électronique à la cheville qui enregistre tous ses déplacements par GPS. Et celui-ci montre qu'il était chez lui au moment des faits. De plus, son ADN ne correspond pas à celui du violeur. Il n'était pas sur les lieux le jour où Stevie Green a été agressé. J'ai toujours su qu'il allait être arrêté. Je savais que d'une façon ou d'une autre, il allait payer pour ce qu'il avait fait. Mais sera-t-il arrêté avant qu'il ne sévisse à nouveau? Il semble que le violeur ait choisi Stevie Green au hasard. Ce genre d'agression représente 28% des viols aux États-Unis. Elle n'avait pris aucun risque. Elle n'était pas sortie tard le soir. Elle n'était pas ivre. Elle n'est pas montée dans la voiture d'un inconnu. Et elle n'a pas non plus rencontré cet homme dans un bar. Elle n'a rien fait qui pouvait la mettre en danger. Le violeur est toujours dans la nature et les enquêteurs craignent qu'il frappe à nouveau. L'enquête était en cours depuis 5 semaines. Il n'y avait pas d'arrestation, pas d'inculpation, aucun suspect identifié. Bref, on commençait à se dire que cette affaire ne serait jamais résolue. Un soir, alors que Vanessa Rocha, 15 ans, et son petit ami de 16 ans se sont isolés à l'abri des regards dans un parc public du centre-ville de Texas City, On n'avait jamais eu de problème là-bas. un homme arrive rapidement vers le jeune couple. On a levé les yeux et on a vu un homme armé avec un masque de diable. Il a dit à mon copain de se retourner et de ne pas le regarder. L'homme menace le petit ami de Vanessa avec son arme et demande à la jeune fille de se déshabiller. Il m'a traité de tous les noms, il m'insultait. Il a dit que je n'étais qu'une traînée, ce genre de truc. Je gardais les yeux ouverts et ça le mettait dans tous ses états. À un moment, il a commencé à m'étrangler. J'arrivais plus à respirer et puis finalement, il a arrêté. Après l'agression sexuelle, il demande au petit ami de Vanessa d'enlever ses vêtements. J'étais terrifiée. J'ai vraiment cru qu'il allait nous tuer. Je trouve même pas les mots pour décrire ça, c'est pas possible. Il demande au couple de lui donner les clés de leur voiture et s'enfuit. Il nous a interdit de nous lever avant qu'il ait démarré la voiture. Malheureusement, à cause du masque, les deux adolescents ne peuvent pas donner de description détaillée de leur agresseur. Il était couvert des pieds à la tête. C'est surtout le masque qu'il portait qui m'a marqué. C'était le diable. Quand on est adolescent, on pense que rien ne peut nous arriver jusqu'à ce que ça arrive. Stevie Green, une jeune fille de 19 ans, a été violée dans la rue. Vanessa Rocha, une adolescente de 15 ans, a été agressée à son tour dans un jardin public en présence de son petit ami. Dans les deux affaires, le mode opératoire du prédateur présente d'étranges similitudes. Mais dans le second cas, le violeur a pris un risque accru, même s'il a dissimulé son visage sous un masque grotesque. Les criminologues n'ignorent pas que, dans la plupart des cas, les violeurs en série s'attaquent à des typologies féminines clairement définies, comme les prostituées par exemple. Et récemment au Texas, un violeur multirécidiviste a sexuellement agressé 4 femmes âgées de 50 à 60 ans, toutes membres d'une confrérie d'Afro-Américaines. Néanmoins, dans l'affaire qui nous concerne, les victimes n'ont que 2 points en commun. Elles sont jeunes et blanches. Ces éléments suffiront-ils à mettre les enquêteurs sur la piste du violeur? Je n'avais jamais vu, ni même entendu parler d'une affaire pareille. 2 personnes agressées et maîtrisées. On leur demande de se déshabiller et la fille est victime d'un viol. Les agressions devant témoins sont très rares. Le plus souvent, les violeurs ne veulent pas que d'autres personnes assistent à la scène. Des prélèvements vaginaux sont effectués sur la victime. Ils sont analysés et les résultats montrent qu'il s'agit d'un seul et même homme dans les 2 affaires. Le lendemain matin, les enquêteurs retrouvent la voiture des adolescents à quelques mètres de l'endroit où Vanessa a été violée. On a remarqué qu'il n'avait pas gardé la voiture très longtemps. C'est là qu'on a compris qu'il devait sans doute vivre dans le coin et qu'il agressait ses victimes près de chez lui, parce que c'était plus facile pour lui de rentrer ensuite se cacher chez lui. Mais l'agresseur n'a laissé aucune empreinte digitale ni aucune trace dans la voiture.
La nuit suivante, vers 2 heures du matin, 2 femmes sortent d'une discothèque et rentrent chez elles. Un homme s'approche d'elles, il porte un masque et il est armé. Il les a contraintes à le suivre avec son arme. Il les a emmenées dans une impasse derrière l'école. Le suspect a maîtrisé 2 personnes et a humilié l'une d'entre elles sous les yeux de l'autre. Il viole l'une d'elles, mais pas l'autre. On se retrouvait avec une nouvelle affaire de viol. Une fois de plus, le violeur s'était montré très audacieux. Il avait agi devant un témoin. Une fois de plus, l'agression avait été très violente et il avait froidement cherché à humilier sa victime. Les 2 femmes parlent d'un jeune homme afro-américain. Elles n'ont vu que ses yeux et sa bouche. Mais elles ont remarqué un signe distinctif. L'agresseur a une dent en or. La police dispose enfin d'un indice qui pourra aider à l'identifier. En l'espace de 5 semaines, 3 viols étrangement similaires ont eu lieu à Texas City. À chaque fois, le violeur dissimule son visage sous un masque ou sous ses vêtements. Et il semble choisir ses victimes au hasard. Il a violé ses 3 victimes dans un rayon de 3 kilomètres. Mais surtout, il fait preuve d'une arrogance incroyable. Nous étions en présence d'un individu déterminé, plein de colère et très arrogant qui voulait jouer avec la police. Il se sentait sans doute supérieur et il était persuadé qu'il ne se ferait jamais attraper. C'était un jeu pour lui. Un test ADN a été effectué sur les prélèvements des 3 victimes. C'est moi qui ai fait les analyses pour ces 3 affaires et elles ont confirmé que c'était bien le sperme de la même personne qu'on retrouvait dans les 3 prélèvements. La police a un violeur en série sur les bras et s'inquiète de ce qu'il est capable de faire. Nous étions très inquiets de voir qu'il allait de plus en plus loin. Très souvent, les violeurs en série deviennent des tueurs en série, où ils se mettent à infliger des blessures de plus en plus graves à leurs victimes. Donc on était vraiment très inquiets. La seule chose que savent les enquêteurs, c'est que le violeur a une dent en or. Ils épluchent les dossiers de délinquants sexuels à la recherche d'un individu qui correspondrait à cette description. Et ils en trouvent un, Chad Price, un ouvrier du bâtiment de 29 ans. Chad Price était marié, père de famille. Il semblait s'investir dans la communauté avec sa femme et ses enfants. Et il s'était forgé la réputation d'un homme arrogant, agressif, du genre « je suis plus fort que tout le monde ». Price n'a jamais été arrêté, mais il figure parmi les suspects dans une série de vols survenus 1 an plus tôt. La particularité de ces affaires était que le voleur appelait systématiquement les journalistes pour se vanter et les narguer. Parfois, il appelait pour prévenir qu'il allait faire un cambriolage. Parfois aussi, il appelait pour menacer les journalistes. Après un de ces cambriolages, il a même appelé la police pour leur dire qu'il les regardait en train de faire leur enquête. Une audace qui n'est pas sans rappeler celle du violeur. La police convoque donc Chad pour l'interroger. On n'avait pas assez d'éléments pour obtenir un mandat et le contraindre à un prélèvement ADN. Il le savait très bien. On n'avait aucune preuve concrète qui le liait à ces agressions. Et il a tout nié en bloc. Il refuse de donner un échantillon d'ADN. L'inspecteur Getchus décide donc de l'obtenir à son insu. J'ai appris dans des émissions de télé sur les enquêtes criminelles qu'on pouvait récolter l'ADN sur une canette de soda ou un mégot de cigarette. Et c'est considéré comme légal. On peut aujourd'hui établir le profil génétique d'un individu grâce à la mise en évidence des molécules constitutives de son ADN. L'identification par l'ADN, selon un procédé appliqué pour la première fois par le biologiste Alec Jeffrey, qui était britannique en 1985, n'a pas tardé à être utilisée dans le contexte judiciaire, puisque l'année même, je dis bien l'année même de la découverte, de nombreux laboratoires ont été invités à répondre aux demandes dans le cadre de dossiers pénaux. Cette pratique n'a pas manqué de soulever des questions, tant sur le plan scientifique, qualité et fiabilité des laboratoires, méthode d'analyse adoptée, que sur le plan juridique,
consentement des personnes au prélèvement corporel, respect de la vie privée. Les lois américaines nous semblent souvent déconcertantes. Ainsi, si le procureur ne dispose pas de suffisamment de preuves indirectes pour contraindre un suspect à fournir un échantillon de son ADN, eh bien les policiers peuvent l'obtenir par la ruse, sans se mettre pour autant en infraction. Durant son interrogatoire, l'inspecteur offre à Chad Price une canette de soda. À la fin de l'interrogatoire, Chad n'avait pas fini son soda. Le sac de la poubelle était vide. Il allait jeter la canette dedans et je lui ai dit « Non, pas comme ça. Mettez-la bien droite, sinon ça va couler partout. » Les enquêteurs savent que pour vider le soda, ils doivent faire un trou dans le fond de la canette. C'est la meilleure solution. Il faut aspirer le contenu par le bas pour être sûr que le liquide ne puisse pas altérer les traces ADN qui se trouvent sur le bord de la canette. Le test ADN peut commencer. Le jour suivant, avant que les résultats des tests ne soient disponibles, une autre agression est signalée à une quinzaine de kilomètres. Une jeune fille de 17 ans et son petit ami de 22 ans ont été agressés alors qu'ils étaient sur un embarcadère. 2 personnes ensemble, un couple et un agresseur qui surgit de nulle part. Il a ouvert la portière, les a menacés avec une arme et les a fait sortir de la voiture. Et là, ça a été l'horreur. Sous la menace de son arme, l'homme viole la jeune fille, tandis que son petit ami assiste à la scène, impuissant. Il a choisi les victimes idéales. Un couple de jeunes qui flirtaient dans un endroit isolé. La police est convaincue qu'il s'agit de Chad Price. Pendant ce temps, au laboratoire, Christy Winsat passe un tampon stérile sur le bord de la canette. Je recherchais un éventuel transfert de salive ou de cellules cutanées sur le bord de la canette. Un profil ADN est établi et il correspond à celui du violeur. J'ai appelé le poste de police de Texas City pour les informer qu'il s'agissait du violeur. L'homme qui avait bu ce soda était celui qui commettait ces viols dans la région. Le 20 septembre 2000, Chad Price est arrêté et inculpé de viol. On a obtenu un mandat pour fouiller un local où Price stockait des affaires. On a trouvé un sac marin et dedans, il y avait des preuves qui confirmaient sa culpabilité, en plus de toutes celles qu'on avait déjà. Il y avait tout, le masque de ski, le masque de diable et une arme. Quand j'ai appris que les résultats des analyses étaient arrivés et que c'était bien lui, j'étais contente. J'étais tout simplement heureuse. J'avais hâte que le procès commence pour pouvoir témoigner. Malgré ces preuves accablantes, Price continue de nier les faits et il affirme que les tests ADN sont irrecevables. Il m'a dit qu'il n'était pas coupable et que la canette n'avait jamais touché ses lèvres. La police n'avait donc pas son ADN et il allait demander une prise de sang. Il a dit que quand les résultats de cette nouvelle analyse arriveraient, tout le monde aurait la preuve que son ADN n'était pas sur les scènes de crime. Et là, retournement de situation incroyable. Il s'avère que Chad Price a raison. Il semble que les enquêteurs soient parvenus à identifier et à arrêter le principal suspect des viols en série. Son nom est Chad Price. Dès lors, pour l'inculper et le faire comparaître devant un grand jury, il ne manque plus aux policiers qu'à établir la preuve formelle que son ADN correspond à celui prélevé sur ses victimes. On fait donc subir à Price une prise de sang et l'échantillon est envoyé dans un laboratoire indépendant. Mais aussi incroyable que ce soit, au lieu de l'accabler, la comparaison des profils génétiques le disculpe provisoirement. J'étais stupéfait. Je n'arrivais pas à croire qu'on avait arrêté la mauvaise personne et qu'il y avait eu une erreur dans nos analyses. Si ce n'était pas notre homme, j'étais prêt à le relâcher quelle que soit l'opinion que j'avais de lui. Mais quelle erreur a été commise? Les enquêteurs comptent bien le découvrir. Je n'en revenais pas. J'en avais le souffle coupé. J'essayais de me rappeler tout ce que j'avais fait. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça a changé? Le procureur n'arrive pas à croire que la police a arrêté un innocent.
L'échantillon de sang pour le laboratoire indépendant a été prélevé alors que Chad était en détention à la prison de Galveston. Un infirmier s'est rendu à la prison, a vérifié son identité et lui a fait une prise de sang. Ensuite, il a inscrit le nom du détenu sur le flacon destiné au laboratoire. Quand on a fait des prélèvements, on met l'empreinte du détenu sur le flacon. Donc, on avait forcément l'empreinte digitale de l'individu à qui on avait fait cette prise de sang. Le personnel pénitentiaire compare donc l'empreinte sur le flacon à celle de Chad Price. Les experts nous ont dit que ce n'était pas l'empreinte digitale de Chad Price. D'accord, la question est donc, à qui est cette empreinte? L'empreinte est entrée dans le système automatique d'identification des empreintes digitales. Une correspondance est établie. C'est l'empreinte de Derrick Perry, un homme de 36 ans. Derrick Perry était un détenu incarcéré à la prison de Galveston. Les charges retenues contre lui n'avaient rien à voir avec l'affaire. Il n'était pas dans la même cellule que Chad Price, mais il était dans le même bloc. Dans chaque bloc, il y a 60 détenus. 2 informateurs de la prison racontent au personnel comment Chad a échangé les échantillons. Ils m'ont avoué qu'ils les avaient vus et qu'ils étaient au courant de la combine entre Chad Price et Derrick Perry. Ils avaient prévu d'échanger leurs brassards pour la prise de sang. Chad était quelqu'un qui se croyait réellement plus intelligent que tout le monde. Il se croyait invincible. Il était persuadé de pouvoir tout contrôler. Je me demande d'où ça lui vient. L'équipe médicale ne regarde pas les visages. Ils étaient incapables de faire la différence entre Chad Price et Derrick Perry. Quand ils ont appelé Chad Price, Derrick Perry s'est levé à sa place et c'est lui qui s'est présenté pour la prise de sang. De nouveaux tests confirment les soupçons des enquêteurs. L'ADN prélevé sur les victimes des viols est bien celui de Chad Price. Il a fait preuve de la même arrogance envers ses victimes et envers la justice. Chad Price est persuadé qu'il peut déjouer le système et qu'il est plus intelligent que nous. Il n'a absolument aucune limite. On était en présence d'un criminel qui pensait qu'il était assez malin pour berner les enquêteurs et qu'il pouvait faire la même chose avec son ADN. Le 24 mai 2001, après 2 heures de délibération, le jury reconnaît Chad Price coupable de viol aggravé et de vol pour l'agression de Stevie Green. Il est aussi inculpé des autres viols et le jury sera informé de sa culpabilité au cours du procès. Il est condamné à la perpétuité. J'ai vraiment été très surprise qu'il soit condamné à perpétuité. J'étais persuadée qu'il serait condamné à mort. J'étais tellement contente de savoir qu'il ne sortirait jamais de prison. C'est difficile à expliquer. Ça veut dire que je n'aurai plus jamais à revoir cet homme. Je n'ai plus à avoir peur qu'il revienne m'agresser. J'aurais aimé qu'il reconnaisse les faits. C'est la seule chose qui m'a déçue lors du procès. C'est comme si on m'avait volé quelque chose parce que je voulais qu'il avoue. Je voulais l'entendre dire « oui, c'est moi ». Derrick Perry devait être libéré le lendemain du jour où il a fait la prise de sang à la place de Chad Price. Il est inculpé pour fabrication de preuves et écope de 5 ans de prison supplémentaire. La prison de Galveston a depuis changé sa procédure pour les prélèvements sanguins. Chad Price et les enquêteurs retiendront une leçon de cette affaire. Les criminels peuvent mentir, mais les preuves médico-légales, elles, sont irréfutables. Sans la canette de soda qu'il a liée à ses viols, la police n'aurait peut-être pas obtenu de mandat pour comparer son ADN à celui retrouvé lors des agressions. C'est pour ça que l'ADN a été la clé de cette affaire. On est très fiers lorsqu'on arrive à mettre un individu comme Chad Price derrière les barreaux. Ça fait plaisir de mettre quelqu'un d'aussi arrogant et imbu de lui-même hors d'état de nuire. Chad Price pensait qu'il pouvait déjouer le système. Mais lorsque les conditions favorables sont réunies, la science est infaillible. Et là, c'était le cas. Les psychiatres estiment aujourd'hui que la plupart des violeurs en série sont des psychopathes dont l'état de santé nécessite des soins lourds et prolongés dans des établissements spécialisés. Et
qu'ils ne sauraient être rendus à la société sans être dotés d'un bouclier médicamenteux capable de neutraliser leur pulsion sexuelle. Cette précaution médicale peut s'accompagner d'une surveillance électronique qui leur interdit l'accès à certaines zones à risque, comme les abords des écoles par exemple, ou qui contingente leurs heures libres de circulation. L'usage du bracelet électronique a été expérimenté pour la première fois aux États-Unis en 1983 et le nombre d'ex-détenus qui en sont équipés est passé de 3 000 en 1988 à environ 60 000 7 ans plus tard. En France, environ 9 000 condamnés ont été remis en liberté sous surveillance électronique. Néanmoins, beaucoup de spécialistes de la délinquance estiment que cette mesure n'a pas d'autre but que de réduire le surpeuplement carcéral, puisque pour la première fois, notre pays recense plus de 66 000 détenus, soit plus d'une personne incarcérée pour 1000 habitants. Ainsi, pour que la surveillance électronique soit opérante, encore faudrait-il qu'elle s'accompagne d'une réelle politique de soins et de réinsertion. La frontière qui sépare les tueurs des violeurs en série se réduit parfois à un fil ténu. Car lorsqu'un psychopathe est en proie à ses démons, lorsque ses pulsions prédatrices à l'égard des femmes deviennent irrépressibles, il n'est pas rare qu'elles se transforment en folie meurtrière. Sachez encore qu'en France, policiers et gendarmes enregistrent chaque année environ 8500 plaintes pour viol et plus de 16 000 cas de harcèlement et d'agression sexuelle. Et ces chiffres, pour terrifiants qu'ils soient, ne prennent pas en compte les violences conjugales ou les viols non déclarés, les victimes appréhendant souvent d'en faire état. L'affaire que je vais vous conter maintenant renvoie malheureusement à l'affaire précédente, mais en y ajoutant une dimension plus tragique encore. Julie Ann Brown, 35 ans, travaille dans les prêts à la consommation à Fresno, Californie. Mais établir des dossiers de prêt n'est pas sa seule façon de venir en aide aux autres. Si quelqu'un faisait du stop avec un bidon d'essence à la main, elle me disait « Allez maman, on le prend ». Et moi je lui répondais qu'elle était trop gentille et qu'elle devait faire attention. Elle était tout le temps positive, jamais agressive envers les gens. Pour ne pas s'entendre avec elle, il fallait vraiment avoir un problème. Parce que c'était vraiment la personne la plus gentille que je connaisse. Julie a toujours été ponctuelle. Lorsqu'elle ne se présente pas au travail un lundi matin, sa famille s'inquiète. Le patron de Julie a appelé parce qu'elle n'était pas venue travailler et n'avait pas prévenu. J'ai commencé à trembler. J'ai tout de suite su que quelque chose clochait. Ça ne ressemblait pas à ma fille. Marie Silva se rend à l'appartement de sa fille. Elle la retrouve morte, gisant par terre. Julie a été poignardée. Quand ma fille est morte, c'est comme si on m'avait arraché une partie du cœur. Julie était toute ma vie. Le médecin légiste estime que Julie a été tuée la veille de la découverte du corps. Elle a reçu 37 coups de couteau. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'un crime sexuel. Pourtant, la victime n'a pas été violée. Elle était en sous-vêtements et il y avait une énorme mare de sang autour d'elle. Et on voyait clairement que son corps avait été mutilé. Ils ont interrogé les voisins, mais personne n'avait rien entendu. Heureusement, les deux enfants n'étaient pas dans l'appartement lorsque leur mère a été assassinée. Ils étaient chez leur père. Le vol n'est pas le mobile du meurtre. Le portefeuille de Julie est toujours là, avec de l'argent liquide et ses cartes de crédit, sur le comptoir de la cuisine. L'arme du crime supposé, un couteau à steak, est dans l'évier de la cuisine, mais il est propre. Il n'y a aucun signe d'effraction. Julie connaissait-elle son assassin? Tout montrait que la personne qui était entrée dans l'appartement y avait été invitée. D'après la scène de crime, on n'était pas entré de force. La police relève des empreintes de chaussures sur les lieux, dont une sur le corps de Julie. Quand j'ai vu cette empreinte, j'ai compris à qui on était confronté.
Il l'a poussée du pied comme ça, comme un vulgaire morceau de viande. Ça prouvait bien qu'il n'en avait rien à faire. Malheureusement, ces empreintes sont inexploitables pour la police scientifique. Avec de la moquette, difficile de s'avancer sur la forme de la chaussure. Le concierge de la résidence raconte alors quelque chose de plutôt étrange aux enquêteurs. 3 nuits avant le meurtre, sa femme sort pour sa promenade habituelle en fin de soirée. Un nouveau locataire, un jeune homme qu'elle connaît à peine, lui apprend qu'une fenêtre au bout de son couloir est cassée. Très bien. Alors où est cette fenêtre cassée? C'est un couloir très sombre. Il a insisté en lui demandant encore et encore de venir voir, mais elle ne voulait pas se déplacer. La femme du concierge a fini par lui dire qu'elle le signalerait à son mari. Mais le lendemain, lorsqu'elle est allée vérifier, il n'y avait aucune fenêtre cassée. Pour quelque raison que ce soit, cet homme a voulu attirer la femme du concierge dans un endroit isolé et sombre de la résidence. C'est comme si on avait agité un drapeau rouge devant nos yeux. Il fallait qu'on interroge cet homme. Étrange coïncidence, ce locataire est le voisin de palier de Julie. Ironie du sort, Julie Ann Brown avait choisi de s'installer dans cette résidence car elle lui semblait très sûre. Elle a précisément choisi cet appartement parce qu'elle s'y sentait en sécurité. Il y avait une porte de sécurité, impossible d'entrer si on n'avait pas la clé. C'était une clé électronique. Et le complexe était très bien. La femme du concierge conseille à la police d'interroger le voisin de Julie. Il s'agit d'un nouveau locataire de 23 ans, Jeremy Overstreet. Jeremy vit avec une jeune stripteaseuse, Holly Doyle. Ils se sont rencontrés dans le club de striptease où travaille la jeune femme. À l'époque, Overstreet est au chômage, mais elle se laisse séduire. Elle s'est montrée très attentionnée avec lui. Elle était désolée pour lui, ce genre de choses. Et elle l'a raccompagné. Interrogé par la police, Holly déclare que Jeremy était chez eux la nuit du meurtre et qu'il n'avait aucune trace de sang sur lui quand il est arrivé. On avait des témoins, des gens qui étaient chez Holly ce soir-là. Et apparemment, il n'était pas comme d'habitude. Au lieu de boire un verre et de discuter avec eux, il est allé se mettre dans la chambre en disant qu'il ne fallait pas le déranger parce qu'il était fatigué. Qui a lardé de 37 coups de couteau Julie Ann Brown, cette femme sympathique de 35 ans que sa mère décrit comme ayant été la bonté même? Les soupçons de la police se portent sur Jeremy Overstreet, le voisin de palier de Julie. Pour quelle raison, en effet, 3 jours avant le meurtre, et sous un prétexte fallacieux, a-t-il cherché à entraîner la femme du concierge dans un couloir sombre et désert? Et bien que sa petite amie lui fournisse un alibi, son comportement le rend davantage suspect qu'il ne le disculpe. Les enquêteurs décident donc de fouiller son passé. Et il ne tarde pas à découvrir que ce jeune homme de 23 ans possède déjà un casier judiciaire bien chargé. Il était en conditionnel. Overstreet avait été incarcéré pour viol. Mais en s'installant à Fresno, Jeremy Overstreet a enfreint les conditions de sa liberté conditionnelle. Holly Doyle déclare aux enquêteurs que Jeremy Overstreet s'est enfui en voyant la police arriver pour enquêter sur le meurtre de Julie. Rien que ça suffisait pour qu'il se fasse arrêter par le premier policier venu. La police recherche Overstreet, mais il n'est pas le seul suspect. Je ne voyais pas du tout qui avait pu faire ça à ma fille. J'ai d'abord pensé que c'était son ex-mari. La police apprend que l'ex-mari de Julie, John Brown, a fait quelque chose d'inhabituel la nuit du meurtre. Il n'a pas raccompagné les enfants chez Julie comme d'habitude, soi-disant à cause d'un imprévu de dernière minute. C'était bizarre parce qu'il ramenait toujours les enfants à 18 heures. Mais pas ce soir-là, parce qu'ils sont rentrés trop tard du lac. Je savais que je serais le premier qu'ils allaient interroger. Ils allaient forcément demander pourquoi j'étais en retard, où est-ce que j'étais, si j'avais déposé les enfants ailleurs pour rentrer. Ils voudraient savoir pourquoi j'étais en retard ce soir-là.
La police apprend également que John Brown devait plusieurs milliers de dollars de pension alimentaire. Mais est-ce un mobile suffisant? Il n'y a pas eu effraction, ce qui laisse supposer que Julie ne se méfiait pas de son agresseur, et son ex-mari correspond au profil. Quand on enquête sur un homicide, on s'intéresse à tout le monde. Tout le monde est suspect. À chaque fois qu'on a un divorce avec des enfants, le plus délicat, c'est de continuer d'avancer et de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toujours évident. Et justement, John Brown avait quelqu'un dans sa vie. Et ça devenait sérieux. Brenda Stanton, la nouvelle amie de John, fait partie de ceux que la police veut interroger, car Julie l'aurait elle aussi laissé entrer sans problème dans son appartement. On ne peut pas écarter la possibilité que le suspect soit une femme. Brenda, professeure de 32 ans, n'a pas de casier judiciaire. Mais 3 jours avant le meurtre, Julie et elle se sont disputées. Apparemment, Brenda pensait que Julie essayait de récupérer son ex-mari. On avait surnommé son ex-copine Elvira. Elle m'a dit qu'Elvira et elle s'étaient disputées, et qu'après, du coup, John et elle s'étaient disputés aussi. Bref, c'était la grosse pagaille. Il fallait l'interroger aussi, il fallait interroger tout le monde. Je voulais être sûr que le coupable soit arrêté, quel qu'il soit. Soucieux de ne rien laisser au hasard, les enquêteurs passent au crible les proches de la victime. Et bientôt, les noms de 2 nouveaux suspects apparaissent sur la liste des tueurs potentiels. John Brown, tout d'abord. Le soir du meurtre, il n'a pas ramené les enfants au domicile de son ex-épouse, à laquelle il devait par ailleurs un important arriéré de pension alimentaire. S'agissait-il d'une pure coïncidence, ou avait-il décidé de tenir les enfants à l'écart de l'acte barbare qu'il s'apprêtait à perpétrer? Les policiers n'ignorent pas que, statistiquement, la plupart des meurtres sont commis dans l'entourage de la victime, voire entre époux. Brenda Stanton, ensuite, la compagne de Brown. Redoutant que Julie Ann parvienne à reconquérir son mari, elle s'était rendue chez elle quelques jours avant le drame, dans le but de la provoquer. Disposant dès lors de 3 suspects, les policiers se rendent à nouveau sur la scène de crime, dans l'espoir d'y trouver de nouveaux indices. Et ceux qu'ils découvrent vont d'un seul coup relancer l'enquête. À 45 cm de sa tête, j'ai remarqué un bouton. Il était là, sur le tapis, vraiment juste à côté de sa tête. Une inscription figure sur le bouton. Eddie Bauer, 1920. Et il y a encore des fils dessus, ce qui veut dire qu'il a été arraché. Le bouton ne provient pas d'un vêtement que Julie portait, ni de ceux rangés dans sa penderie. Le bouton n'appartenait pas à n'importe quel visiteur qui serait venu la voir. Non, c'était le tueur qui l'avait laissé derrière lui. D'après l'entreprise Eddie Bauer, le bouton retrouvé sur la scène de crime chez Julie Ann Brown pourrait provenir d'un chemisier ou d'une chemise d'homme. Interrogé par la police, l'ex-mari de Julie, John Brown, et sa petite amie nient tous les deux avoir une chemise de cette marque. Il fallait découvrir à qui appartenait ce bouton et d'où il venait. Il fallait qu'on sache comment ce bouton s'était retrouvé là. La mère de Julie se souvient brusquement d'une chose que sa fille a mentionnée au téléphone la nuit où elle a été tuée. Je me souviendrai de ce jour toute ma vie. Elle a dit « Maman, je te rappelle, il faut que j'aide un voisin. » Si ce voisin est Jeremy Overstreet, cela expliquerait qu'il n'y ait pas eu effraction. Les recherches pour le retrouver prennent alors un tout autre sens. Holly Doyle, sa petite amie, déclare à la police qu'elle lui a acheté 4 chemises et que l'une d'elles a disparu. Elle nous l'a décrite, une chemise verte et rouge à manches courtes. Holly a acheté la chemise en question à quelques kilomètres de là, dans un magasin Eddie Bauer. Elle est allée directement au rayon homme. Elle a cherché un peu et puis elle a dit « C'est celle-là ». Elle l'a sortie du rayon en disant « C'est une comme ça que je lui ai achetée et qui a disparu ». Je lui ai demandé si elle en était sûre et elle m'a répondu que oui. Les boutons sur la chemise sont identiques à celui retrouvé sur la scène de crime.
Les choses commençaient à se mettre en place. On était sur la bonne voie pour résoudre cette affaire. La police scientifique examine l'appartement de Julie à la recherche du moindre indice permettant de relier Overstreet au crime. Malheureusement, cela ne donne aucun résultat et Jeremy Overstreet reste introuvable. En regardant Ben, et lui aurait pu dire la même chose de moi, on voyait tout de suite que notre niveau de stress était à son maximum. Une semaine plus tard, la police retrouve la trace d'Overstreet grâce à son relevé bancaire dans un hôtel de San José, à plus de 200 km de là. La police ne dispose d'aucun élément concret pour le relier au meurtre de Julie, mais a tout de même de bonnes raisons de l'arrêter. On l'a interpellé pour la violation de sa conditionnelle, mais on n'avait rien d'autre. Le temps jouait en notre faveur pour travailler sur le cas de Julie. Dans son portefeuille, la police retrouve une carte de visite de Julie Brown. C'était comme un trophée pour lui. Il n'a pas gardé sa carte pour des raisons professionnelles. Pour lui, ce n'était qu'un trophée de plus. Durant son interrogatoire, Overstreet refuse de dire où est sa chemise Eddie Bauer. Une de ses chemises avait disparu, tout comme un de ses pantalons. Jérémy n'a pas pu nous dire où ses vêtements étaient passés, ni pourquoi ils avaient disparu. On peut supposer que la personne qui a poignardé Julie avait du sang sur ses vêtements. Et à en juger par la scène de crime, c'était impossible de les ravoir, donc il fallait s'en débarrasser. La police remarque aussi une grande cicatrice sur la main droite d'Overstreet. Il est clair qu'il n'y avait qu'un couteau pour faire une telle cicatrice. Mais le sang d'Overstreet n'est pas sur la scène de crime. La police scientifique ne dispose d'ailleurs d'aucune preuve contre lui. Faute de preuves, la police redoute qu'Overstreet s'en tire à bon compte. Il leur faut effectivement bien plus qu'un bouton pour l'inculper. Le suspect principal dans le meurtre de Julie Ann Brown est Jeremy Overstreet, son voisin. Le jeune homme de 23 ans a déjà été condamné pour viol. Le sang du suspect n'a pas été retrouvé sur la scène de crime, même si la police a remarqué une blessure récente sur sa main droite. Les enquêteurs décident donc de passer l'appartement de Jeremy Overstreet au peigne fin. Nous nous sommes intéressés à certains vêtements appartenant à M. Overstreet. On les a emportés comme preuve, mais aucun ne correspondait aux vêtements recherchés. Étant donné la quantité de sang qu'il y avait sur la scène de crime, la police prête tout particulièrement attention à tout ce qui pourrait y ressembler dans l'appartement d'Overstreet. Je suis allé dans la salle de bain pour examiner le lavabo, pour voir s'il était repassé chez lui. Il n'avait pas loin à aller depuis l'appartement de Julie. On a remarqué des petites taches brunâtres. Une sur la porte de la salle de bain, une sur le placard en dessous du lavabo, et une sur le mur opposé. Le test de la phénolphtaléine montre qu'il s'agit de sang humain. On peut pratiquer des tests à partir de très faibles échantillons d'ADN. Comme je le dis toujours, à partir du moment où la tache est visible, c'est qu'on peut en extraire un profil. Mais les experts scientifiques n'extraient pas qu'un seul profil ADN. Il y en a deux. Et il s'agit de deux femmes. Le premier profil ADN est celui d'Holly Doyle, ce qui semble normal puisqu'elle habite l'appartement. Elle pouvait très bien avoir laissé ses traces rien qu'en touchant la porte. Le second échantillon d'ADN est comparé à celui de Julie Brown. Pour moi, l'ADN que j'avais recueilli sur la porte était celui de Julie Brown. Je n'avais aucun doute là-dessus. Pour nous, c'était du tout cuit. L'identification d'un suspect ou d'une victime grâce à sa signature génétique est un outil suffisamment fiable pour être reconnu comme preuve médico-légale dans la plupart des tribunaux du monde. Pour autant, il existe toujours une marge d'erreur. Tenez, imaginons par exemple des enquêteurs prélevant un échantillon d'ADN sur les lieux d'un crime dans un pays qui compterait 10 millions d'habitants. L'analyse de l'ADN donnerait un profil partagé par 1% de la population, ce qui reviendrait à dire que 100 000 personnes pourraient être suspectées. La défense aurait alors beau jeu d'arguer que ce panel est trop vaste pour étayer une accusation.
C'est pourquoi les enquêteurs s'efforcent, dans la mesure du possible, d'associer une comparaison ADN à d'autres preuves concluantes. Dans notre enquête, l'ADN de Julie Brown, prélevé sur la porte de Jeremy Overstreet, conforte les autres indices, l'incriminant notamment le bouton de sa chemise retrouvé sur la scène de crime. Il a été établi que c'était l'ADN de Julie Brown. Je ne trouve même pas les mots pour décrire ce que nous avons ressenti à ce moment-là. Si son sang était dans sa salle de bain, il n'y avait qu'une explication possible. Il était sur la scène de crime. Quand il a essayé de nettoyer la salle de bain, il a dû faire des éclaboussures. Jeremy Overstreet reconnaît qu'il se trouvait dans l'appartement de Julie. Il affirme qu'elle lui expliquait comment obtenir un prêt pour acheter une voiture. Une drôle d'histoire. Un type qui n'a pas de boulot va voir une conseillère pour avoir un prêt et s'acheter une voiture. Ça ne tient pas debout. Overstreet nie toute implication dans le meurtre, mais il ne peut expliquer la présence de ces taches de sang. En juillet 1999, Jeremy Overstreet est accusé de meurtre avec préméditation et de tentative de viol. Il lui a laissé le même choix qu'à sa victime en Californie. Soit tu couches avec moi, soit tu meurs. C'est toi qui décides. Le procureur pense que Jeremy Overstreet repérait de nouvelles proies et que la femme du concierge en faisait sûrement partie. Heureusement, elle ne s'est pas laissée prendre au piège. Ça vous prendra pas longtemps. Vous n'avez qu'à venir voir. Non, je ne peux pas, mais je vais demander à l'homme d'entretien de passer. 3 nuits plus tard, Overstreet se rend à l'appartement de Julie avec l'excuse de lui demander conseil pour un prêt bancaire. À 19h30, la mère de Julie l'appelle. Elle répond en précisant qu'elle est avec l'un de ses voisins qui a besoin d'aide. Overstreet s'empare alors d'un couteau à steak et la menace pour qu'elle se déshabille. Mais au lieu de s'exécuter, Julie se dirige vers la porte d'entrée. Une lutte s'ensuit, durant laquelle elle arrache un bouton de la chemise de Jeremy Overstreet. Overstreet est plus grand et plus fort que Julie. Elle n'avait aucune chance de s'en sortir, qui plus est à main nue. Il la poignarde à plusieurs reprises, pour finir couvert de sang. Il se lave les mains dans la cuisine et s'empare d'une carte de visite de Julie en guise de trophée. Il retourne ensuite chez lui pour finir de se nettoyer, mais des gouttes de sang sont projetées sur la porte de la salle de bain. La présence de ces traces de sang et un simple bouton de chemise ont conduit à une seule et même conclusion. Jeremy Overstreet est bien le tueur. Elle n'avait aucune intention de se laisser faire. Pas chez elle, pas dans son appartement, alors que ses enfants allaient bientôt revenir. Jeremy n'avait pas besoin de violer Julie Brown. Il vivait avec une stripteaseuse, avec qui il pouvait avoir des relations sexuelles quand il voulait. Ce n'était pas pour le sexe. Il voulait la dominer, la forcer, la soumettre à sa volonté. C'est un crime d'une extrême violence. Comment quelqu'un peut faire ça? Pourquoi faire un truc pareil? C'est affreux. Comment les gens peuvent-ils se comporter de cette manière? Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait faire subir aux autres une telle épreuve. Pourquoi faire souffrir les autres? Le 1er mars 2003, Jeremy Overstreet est inculpé de vol, de tentative de viol et de meurtre avec préméditation. Lors de l'annonce du verdict, la famille de Julie s'adresse à lui. Je te déteste, mais je ne vais pas laisser cette haine s'emparer de moi. Je veux pas être ce genre de personne. Je suis plus fort que toi et ma mère l'était aussi. Et tu le sais. J'en étais malade. Je ne le lâchais pas du regard. Je le revois encore, il me regardait avec son petit air suffisant. Et parfois, il baissait les yeux. Un bouton de chemise et des éclaboussures de sang ont permis de boucler l'enquête et de mettre le coupable, Jeremy Overstreet, derrière les barreaux. Il est condamné à 2 peines de prison à vie sans possibilité de remise de peine. Cet homme, excusez mon langage, n'est qu'un salaud. Je suis soulagé qu'il aille en prison pour le restant de ses jours.
Ils peuvent toujours essayer d'effacer leurs traces. Mais avec la police scientifique qui se perfectionne chaque jour un peu plus, il faut être vraiment un génie pour penser à tout et s'en sortir. Cette petite goutte de sang était à Julie, et j'ai pu le prouver. On dit que les voies du Seigneur sont impénétrables. J'imagine que le bouton est tombé là pour que nous puissions le retrouver et pour que nous puissions poursuivre l'enquête. Il nous a conduits dans la bonne direction. Je pense que l'essentiel a été dit sur cette tragique affaire. Mais le fait qu'Overstreet ait volontairement et pieusement conservé cette carte comme un trophée retient mon attention. Les criminologues connaissent bien cette macabre habitude que pratiquent notamment les tueurs en série. Ainsi, Jeffrey Dahmer, qui a assassiné 17 jeunes hommes entre 1978 et 1991, après les avoir attirés chez lui sous prétexte de les photographier, Dahmer les droguait, puis il les étranglait, abusait sexuellement de leurs cadavres, les dépeçait et conservait certaines parties de leur corps en guise de trophée. Jugé en 1992, il fut condamné à purger une peine de 957 ans de prison. Nous sommes aux États-Unis. Après quelques mois de détention, il fut assassiné à son tour par un codétenu. Permettez-moi pour conclure de citer une phrase d'Etty Hillesum, cette figure oubliée de la spiritualité morte dans un camp de concentration à l'âge de 29 ans. Je cherche à comprendre et à disséquer les pires exactions, a-t-elle écrit. J'essaie toujours de retrouver la place de l'homme dans sa nudité, sa fragilité, de cet homme, bien souvent introuvable, enseveli parmi les ruines monstrueuses de ses actes absurdes. Cette émission est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour de nouveaux épisodes des Enquêtes Impossibles. La petite Amy McNeil, âgée de 13 ans, a toute la vie devant elle. Mais son avenir est compromis le jour où elle est enlevée sur le chemin de l'école. Terrifiés, ses parents appellent le FBI. Ils espèrent ainsi que les agents et la police, grâce à leur expérience, découvriront l'identité des ravisseurs de leur enfant avant que ceux-ci ne lui ôtent la vie. La petite ville d'Alvarado est située dans le comté rural de Johnson, à environ 30 km au sud de Fort Worth, au Texas. Quelques gens fortunés ont trouvé à Alvarado un lieu sécuritaire, loin des centres urbains de l'État. Les McNeil étaient du nombre. C'était une des familles les plus aisées de la région, en partie grâce à l'argent que McNeil avait gagné en vendant un des premiers modèles de calculatrice portable. À 7h15, le vendredi 11 janvier 1985, la famille commença la journée comme d'habitude par le petit déjeuner. Ensuite, leur adolescent devait se rendre à l'école avec sa sœur Amy, 13 ans. En route, le frère d'Amy s'arrêta pour prendre leur cousin. Celui-ci vivait dans une autre maison sur la propriété des McNeil. Vers 7h45, ils se mirent enfin en route pour l'école. C'est alors qu'une berline surgit de derrière un camion abandonné, se mit en travers de la route pour forcer la Jeep des adolescents à s'arrêter. Un homme armé sauta de la voiture et s'approcha de la Jeep. Il força Amy à monter à bord de la berline. L'homme aux cheveux blonds avertit ensuite son frère de ne rien dire à la police. Il ajouta qu'il n'allait pas tarder à appeler ses parents pour leur faire connaître ses exigences. Instinctivement, l'adolescent voulut descendre de son véhicule pour aider sa jeune sœur. Mais les ravisseurs menacèrent de le tuer lui et Amy s'il tentait de les suivre. Ils prirent la fuite si rapidement que les deux adolescents n'eurent pas le temps de lire le numéro de plaque d'immatriculation de la berline. En quelques secondes à peine, la fillette avait disparu. Les deux adolescents firent demi-tour pour rentrer à la maison au plus vite.
Ils racontèrent les événements au McNeil et leur répétèrent les menaces des ravisseurs s'ils en venaient à demander l'aide de la police. Malgré cette mise en garde, McNeil appela immédiatement le bureau du FBI de Fort Worth. L'agent spécial Clint Brown, aujourd'hui retraité après 30 ans de loyaux services, savait que chaque minute comptait. J'ai travaillé sur de nombreux cas d'enlèvement et pas une fois le ravisseur ne s'en est tiré. Notre but premier dans ce genre d'affaires, c'est de s'assurer que la victime rentre chez elle saine et sauve. Dans tout ce que nous entreprenons, nous prenons bien garde de faire quoi que ce soit qui mettrait en danger la personne kidnappée. Le FBI commença par installer une enregistreuse sur la ligne téléphonique des McNeil. Les agents espéraient ainsi identifier le ravisseur par sa voix ou découvrir d'où celui-ci appelait. Le FBI avisa également la société de télécommunications qui desservait la localité de se préparer à retracer des appels. Les agents indiquèrent au père comment se comporter lors de l'appel des ravisseurs. Il devrait insister pour obtenir la preuve que sa fillette était encore en vie. Le fait que les ravisseurs n'aient pas caché leur visage préoccupait le shérif Eddie Boggs de Johnson County qui appela la police d'État quelques instants après être arrivé. Les ravisseurs n'avaient aucunement cherché à cacher leur identité. Ils avaient le visage découvert, aucun masque, aucun déguisement, rien du tout. Cela m'indiquait qu'ils s'organiseraient pour que la victime ne puisse jamais les décrire. Autrement dit, qu'ils allaient sans doute la tuer. Vers 10 heures, soit plus de 2 heures après l'enlèvement de la petite Amy, le téléphone sonna enfin. C'était l'un des ravisseurs. L'homme exigea une rançon de $100 000, la moitié en billets de $100 et l'autre moitié en petites coupures. Les numéros de série des billets de banque ne devaient pas se suivre. Comme les agents le lui avaient demandé, le père d'Amy les supplia de le laisser parler à sa fille, mais le ravisseur refusa. Il déclara qu'Amy était toujours en vie et qu'il pourrait lui parler quand on le rappellerait pour lui dire où laisser l'argent. Il ajouta que s'il appelait le FBI, il ne verrait plus jamais sa fille. L'appel dura moins d'1 minute, soit pas assez longtemps pour qu'on puisse le retracer, compte tenu de la technologie de 1985. Les agents écoutèrent les bruits de fond de l'enregistrement en espérant découvrir d'où provenait l'appel. Selon eux, celui-ci provenait vraisemblablement d'une cabine téléphonique, car on pouvait entendre le bruit du vent et de voitures. On n'entendait toutefois rien de très précis, et personne dans la famille ne put reconnaître la voix du ravisseur. Même si le père d'Amy était fortuné, il ne disposait pas de $100 000 en argent liquide, parce que tout son argent était sous forme d'investissement. Il appela ses associés et leur demanda d'apporter par avion tout argent qu'ils pourraient retirer pour lui. Pour protéger la fillette, les médias acceptèrent de taire la nouvelle tant que le shérif ne communiquerait pas avec eux. Peu de temps avant 13 heures, le téléphone sonna de nouveau. C'était l'homme qui avait appelé plus tôt. Sur une autre ligne téléphonique, un agent appela le chef de la sécurité de la société de téléphone pour lui demander de tenter de trouver d'où provenait l'appel. Celui-ci se mit aussitôt au travail. McNeil suppliait le ravisseur de le laisser entendre la voix de sa fille. Cette fois, il accepta. On lui avait bandé les yeux pour qu'elle ne puisse pas décrire l'endroit où elle se trouvait. McNeil pouvait entendre son enfant pleurer. Malgré ses craintes, il rassura Amy en lui disant que tout irait bien et qu'elle serait bientôt à la maison. C'est alors que le ravisseur saisit le combiné. Il déclara qu'il n'avait pas encore décidé de l'endroit où le père devait laisser l'argent de la rançon. Il promit de rappeler plus tard. Le silence se fit alors dans la pièce, comme se le rappelle le policier Bill Gunn, aujourd'hui à la retraite. Ça nous brisait le cœur d'écouter cette conversation. La fillette était terrifiée, et bien sûr, son père l'était tout autant.
La conversation a été très brève. Monsieur McNeil a encouragé Amy à être fière et à se rappeler qui elle était. Et la conversation s'est terminée comme ça. Les policiers espéraient avoir retracé l'appel. Le chef de la sécurité de la société de téléphone signala que l'appel provenait d'une zone à l'extérieur de son territoire et qu'il lui était impossible de poursuivre les recherches compte tenu que l'appel avait été interrompu. Il savait toutefois que la communication provenait de la ville de Kennedale, soit à quelques 40 km au nord de la propriété des McNeil. Amy était toujours au Texas, près de Fort Worth. Les policiers effectuèrent des fouilles sur un rayon de 50 km d'Alvarado à Kennedale à la recherche de la voiture des ravisseurs. Ils alertèrent également les autres policiers de la région et leur donnèrent la description de la berline à 4 portes. Mais sans le numéro de la plaque d'immatriculation, les chances de trouver cette voiture dans cette région rurale étaient minces. Près de 6 heures après l'enlèvement d'Amy McNeil, les amis de son père venant du Texas et de l'Arkansas arrivèrent à Alvarado, emportant avec eux plusieurs dizaines de milliers de dollars en argent liquide. Les policiers de l'État les escortèrent de l'aéroport jusqu'à une banque où les sommes d'argent devaient être préparées en vue de la remise aux ravisseurs. Des gants de latex aux mains, les policiers mirent les 100 000 dollars en liasse après avoir noté tous les numéros de série. La moitié des billets étaient en coupures de 100 dollars, comme les ravisseurs l'avaient demandé. L'autre moitié, soit 50 000 dollars, était constituée de plus petites coupures. Le sergent John Dandy de la police du Texas, aujourd'hui à la retraite, participait à cette opération. Réunir une telle somme en aussi peu de temps n'a pas été une mince affaire. Mais quand on a eu cet argent, les policiers ont trouvé des sacs dans lesquels ils ont mis les billets. Il n'y avait aucune empreinte digitale sur ces sacs de plastique. On a également photocopié tous les billets pour en conserver les numéros de série. On a tout mis ça ensemble. Il ne nous reste plus ensuite qu'à s'asseoir et à attendre les ordres. À la fin de l'après-midi, des policiers avaient repéré une voiture qui correspondait à la description de celle des ravisseurs. Elle était garée à 30 km de la propriété des McNeil. En vérifiant le numéro de la plaque d'immatriculation, les policiers constatèrent que la voiture avait été volée à Mesquite la veille, soit à 80 km à l'est d'Alvarado. À l'intérieur, ils ne trouvèrent aucune trace d'Amy et de ses ravisseurs. Ils firent remorquer le véhicule à la fourrière et continuèrent à ratisser le secteur à la recherche de témoins qui auraient vu le conducteur. À 23h30, soit 16 heures après l'enlèvement, la famille d'Amy avait reçu 3 autres appels. Mais jamais on ne leur avait dit où laisser l'argent de la rançon. On espérait que ce dernier appel mènerait à la libération d'Amy. C'était encore le même homme au bout du fil. À nouveau, la société de télécommunications tenta de retracer l'appel. Le père d'Amy informa le ravisseur qu'il avait en main les 100 000 dollars demandés. Son interlocuteur déclara alors qu'il était trop tard, car l'endroit où la rançon devait être remise se trouvait à 300 km d'Alvarado. Quand McNeil arriverait sur les lieux, il ferait jour, et le ravisseur ne voulait pas courir le risque d'être vu. Le père le supplia de faire la transaction le soir même. L'homme refusa. Il déclara qu'il rappellerait le lendemain pour lui faire une autre proposition. Les agents attendirent des nouvelles de la société de téléphone. Malheureusement, on n'avait pas eu le temps de trouver l'endroit d'où le ravisseur appelait. Les enquêteurs ne pouvaient qu'espérer que la petite Amy survive à la nuit et qu'elle verrait bien vite ses parents. À 17h, le samedi 12 janvier 1985, une journée et demie s'était écoulée depuis l'enlèvement d'Amy McNeil alors qu'elle se rendait à son école à Alvarado, au Texas. L'un de ses ravisseurs avait appelé sa famille à 7 reprises.
Il avait exigé une rançon de 100 000 $ en billets de banque dont les numéros de série n'étaient pas en séquence, mais il n'avait pas encore dit à quel endroit il voulait que les McNeil laissent l'argent. Malgré les menaces des ravisseurs, le père d'Amy s'était empressé d'appeler le FBI. Plusieurs agents, une douzaine de policiers de l'État et de policiers du bureau de Johnson County s'étaient joints à lui dans ses recherches. Les ravisseurs avaient promis d'appeler à 17 h pour dire à quel endroit se ferait la transaction et pour confirmer qu'Amy était toujours saine et sauve. Malgré la pénible attente, l'agent spécial Clint Brown et son équipe ne perdirent pas de temps à se préparer. On a mis un plan au point dès qu'on a pu. Monsieur McNeil devait apporter l'argent en personne à bord de sa voiture qu'il conduirait lui-même, car on voulait que les gens puissent le voir. Il possédait une limousine. Les ravisseurs présumeraient qu'il y était seul, mais 2 agents du FBI devaient s'y cacher. Les agents dissimuleraient une enregistreuse miniature sur McNeil afin qu'il puisse enregistrer les conversations qu'il aurait peut-être avec les ravisseurs si ceux-ci s'approchaient de la limousine. De plus, il y aurait des micros dans la voiture et les 2 agents du FBI seraient lourdement armés. À 17h10, le ravisseur appela de nouveau. Il dit à McNeil de se rendre seul dans sa limousine sur l'autoroute 30 à l'est de Dallas, soit à une distance de 65 km. Il devait y prendre la sortie 51. Il y trouverait une station-service. McNeil devait arriver sur place à 19 h. Il recevrait d'autres instructions à partir d'un téléphone public à côté d'un distributeur automatique. McNeil put parler brièvement à Amy avant que son ravisseur ne coupe la communication. Elle était terrifiée, mais on ne lui avait fait aucun mal. L'appel avait été trop bref pour être retracé. Comme prévu, un contingent d'agents du FBI, de policiers de l'État et de Johnson County suivrait la voiture de McNeil à distance. Les policiers ne manqueraient de rien, comme nous le raconte Bill Gunn, retraité de la police d'État. On a utilisé toutes les ressources disponibles. On avait des dispositifs de pistage et des avions. On a installé un dispositif de pistage sur la voiture de McNeil. Ainsi, si on perdait le contact, les 2 avions pourraient le retrouver. Le père d'Amy promit à sa femme de ne pas revenir à la maison sans leur enfant. Il portait un gilet pare-balles et on lui avait prêté une arme à feu au cas où les ravisseurs s'en prendraient à lui. Quant aux 2 agents qui l'accompagnaient, ils étaient armés de fusils de chasse et de pistolets semi-automatiques. Ceux-ci vérifièrent leur matériel radio pour s'assurer que l'équipe pouvait les entendre. L'agent spécial Rod Kicklighter du FBI, aujourd'hui à la retraite, était l'un des agents dans la limousine. Il donna ses directives au père. Je me souviens qu'une des choses qu'on lui a dites, c'était de ne pas se laisser prendre en otage. On en a parlé assez longuement. Il devait donner l'argent, puis nous laisser nous occuper des arrestations. Il ne devait en aucun cas s'impliquer dans l'affaire. McNeil reçut la permission de partir pour se rendre à la station-service à 65 km à l'est de Dallas. Quand il eut parcouru 1,5 km, l'agent ordonna aux autres membres de l'équipe de partir à leur tour. Comme le ravisseur avait donné un itinéraire précis pour se rendre à la station-service, l'ex-policier John Dendy et les autres craignaient que les ravisseurs ne surveillent la limousine en route. On ignorait totalement où ils se trouvaient, qui ils étaient. On ignorait tout des ravisseurs. Pour éviter que ceux-ci n'aient des soupçons, on devait garder une bonne distance entre nous et la voiture. Quand ils sortirent du comté, les policiers appelèrent les autorités locales. Ils leur demandèrent de ne pas arrêter leur voiture fantôme et fournir les numéros de leurs plaques d'immatriculation. De nombreuses unités de patrouille étaient déjà parties à la station-service pour la surveiller. La plupart d'entre elles se tenaient à distance, mais une équipe surveillait le téléphone public.
On était prêt à passer à l'action si les ravisseurs se montraient. Les agents virent la limousine emprunter la sortie 51 de l'autoroute. Le téléphone se mit à sonner à 19 heures précises quand le père d'Amy arriva. C'était le 8e appel qu'il recevait des ravisseurs de sa fille depuis les dernières 34 heures. Il fut déçu par ce qu'il entendit. Le ravisseur lui demandait d'emprunter l'autoroute 20 Est en direction de Tyler, soit à plus de 150 km de Dallas. À la sortie 69, il trouverait une autre station-service où il recevrait un appel à 21h20 sur le téléphone public à l'extérieur. Pour l'agent spécial Clinton Brown, il était difficile de savoir ce que les ravisseurs d'Amy comptaient faire. On pouvait voir que les ravisseurs étaient mal organisés. Ils semblaient confus. Ils modifiaient sans cesse leurs plans. Ils ne savaient pas où l'argent devait être laissé. C'est pour cela que rien ne progressait. Ils ébauchaient leurs plans au fur et à mesure. Ils ne semblaient pas avoir beaucoup réfléchi à toute l'affaire. À la station-service de Tyler, le père d'Amy apprit qu'il devait se rendre à une autre station-service à Longview, soit à 65 km plus à l'est, pour 23 heures. De là, il apprit qu'il devrait se rendre à plus de 100 km au nord à une 4e station-service à Mount Pleasant. À minuit, il recevrait un autre appel du téléphone public qui se trouvait à l'extérieur. L'équipe avait maintenant parcouru près de 300 km et roulé pendant plus de 5h30. Personne n'avait prévu que cela serait aussi long. Les avions avaient dû rentrer faire le plein à Dallas. Malgré leur frustration, les membres de l'équipe étaient décidés à ne pas baisser les bras. On n'avait pas la moindre idée de ce qu'ils voudraient ensuite. On avait traversé une grande partie du Texas et l'on ignorait quand cela se terminerait, mais on savait qu'on serait là jusqu'à la fin. Mais la situation empira. À mi-chemin de la station-service de Mount Pleasant, la limousine cessa de fonctionner. Après avoir roulé à une vitesse de 160 km à l'heure pendant une période de temps prolongée, le moteur commençait à avoir des ratés. L'agent Kicklighter craignait que ces problèmes ne compromettent leur chance de retrouver la petite Amy. On commençait à être tendu et inquiet de ne pas pouvoir arriver au point de rendez-vous comme prévu. On craignait de ne pas pouvoir sauver Amy. À plusieurs dizaines de kilomètres de là, à la station-service de Mount Pleasant, 2 tireurs d'élite de la police d'État avaient été dépêchés sur les lieux pour surveiller le téléphone. À minuit, l'appareil se mit à sonner. McNeil était la seule personne qui pouvait décrocher le combiné, mais il n'était pas encore arrivé. À minuit, le 13 janvier 1985, un peu avant Mount Pleasant au Texas, 2 agents du FBI et le père d'une fillette de 13 ans qui avait été enlevée tentaient désespérément de réparer le moteur d'une limousine. De fait, cette voiture était celle que s'attendaient à voir arriver les ravisseurs de la fille de McNeil à la station-service à minuit. Pendant que McNeil tentait de faire redémarrer sa voiture, 2 tireurs d'élite de la police d'État qui surveillaient la station-service entendirent le téléphone public sonner. Ils ne pouvaient rien faire, car seul McNeil pouvait y répondre. Celui-ci avait manqué l'appel où l'on devait lui dire où aller remettre la rançon de $100 000 en échange de sa fille. Roulant sur les routes isolées autour de la station-service de Mount Pleasant, l'équipe apprit que McNeil avait enfin trouvé ce qui ne fonctionnait pas, comme nous le raconte l'agent spécial Clinton Brown. La voiture que conduisait M. McNeil a commencé à avoir des problèmes électriques. Apparemment, l'alternateur ne chargeait pas la batterie. Plus il roulait et plus l'éclairage des phares faiblissait. Il a également eu des ennuis avec le système électrique de sa voiture. Les dispositifs pour les communications et le pistage que l'on avait installés dans l'auto avaient drainé toute l'énergie de la batterie au cours des 7 dernières heures. En débranchant certains appareils, on obtint assez d'électricité pour faire redémarrer le moteur.
Même si les phares étaient inopérants, la voiture avançait toujours. McNeil et les 2 agents poursuivirent la route malgré tout. Un avion leur fournissait de l'éclairage. Les autres agents du FBI, de même que les policiers de l'État et de Johnson County, s'étaient donné rendez-vous à une autre station-service à proximité de celle où devaient rappeler les ravisseurs. Ils discutèrent des opérations à faire maintenant que McNeil avait manqué l'appel de minuit et qu'il ne pouvait d'aucune façon appeler les ravisseurs. N'ayant guère le choix, les enquêteurs envoyèrent la limousine à la station de Mount Pleasant en se disant que les ravisseurs appelleraient sans doute. On comptait sur le fait qu'ils voulaient toucher la rançon et que, par conséquent, ils allaient se rendre à la station-service ou appelleraient de nouveau. On leur avait dit qu'on avait cet argent et ils savaient qu'on voulait avoir Amy en échange de cette somme. On a donc pensé qu'ils s'en tiendraient, malgré tout, au plan initial. Vers 1h du matin, McNeil et les 2 agents du FBI arrivèrent enfin à la station-service de Mount Pleasant avec la limousine. Près de 8 heures s'étaient écoulées et ils avaient parcouru 320 km depuis leur départ d'Alvarado lorsque le moteur rendit complètement las. Le véhicule nécessitait des réparations importantes. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre en espérant que les ravisseurs appellent. Comme on avait été forcé de rouler très lentement à cause de la limousine, on était arrivé en retard d'1 heure au point de rendez-vous. Nous étions inquiets de la situation, mais nous avons décidé, malgré tout, de prendre notre mal en patience. Les policiers de l'État surveillaient l'endroit caché dans le champ face à la station-service. On ignorait toujours le sort de la petite Amy McNeil. Puis, vers 1h15, le téléphone se mit à sonner. Comme les enquêteurs l'avaient soupçonné, c'était un des ravisseurs. Il avait hâte de toucher sa rançon. Il déclara qu'Amy était toujours en vie, mais il refusa de la laisser parler au téléphone. Puis encore, Bill Gunn et son équipe de policiers du Texas apprirent que les ravisseurs avaient vraisemblablement remarqué la forte présence policière sur les routes isolées. Il s'est mis à accuser McNeil d'avoir avisé la police, et il était fort mécontent. Il a finalement dit au père d'apporter l'argent à un motel de Mount Pleasant, et c'est alors que McNeil lui a dit que sa voiture ne fonctionnait plus, que le moteur était fini. Le ravisseur a fini par dire qu'il viendrait chercher l'argent, mais qu'ils étaient bien armés et qu'ils espéraient ne pas y voir de policiers. Malgré ses craintes de ce que les ravisseurs pouvaient avoir fait à sa fille, McNeil était toujours bien décidé à aller de l'avant. Il saisit le sac contenant la rançon et attendit à l'extérieur afin que les ravisseurs puissent le voir quand ils arriveraient. Les agents cachés dans la limousine se préparaient à un affrontement armé. L'agent Kicklighter était pleinement conscient qu'une simple erreur pouvait coûter une vie. Lors d'un enlèvement, c'est toujours au moment où l'on remet l'argent de la rançon que la situation est la plus risquée. Dans ces circonstances, on ne veut pas qu'il y ait de blessés, ni que les ravisseurs prennent de nouveaux otages, et qu'il y ait un autre enlèvement. C'était une nuit froide de janvier. Les policiers restaient en alerte, prêts à l'embuscade. Sur les routes autour de la station-service, les enquêteurs ne virent aucune voiture s'approcher. À 3 heures du matin, soit 2 heures après le dernier appel des ravisseurs, ceux-ci ne semblaient pas vouloir venir. Les policiers de l'État, ceux de Johnson County et les agents du FBI devaient revoir leur plan. On en a déduit qu'il ne viendrait pas. On a donc interrompu l'opération de surveillance. On s'est dit qu'on reprendrait tout le lendemain, dimanche. Les agents de la limousine apprirent que les opérations étaient interrompues jusqu'au lever du soleil. McNeil insista pour qu'il reste. Mais les enquêteurs le convainquirent qu'il ne pouvait rien faire de plus pour l'heure. M. McNeil était furieux de voir qu'une autre nuit allait finir sans qu'il ait pu revoir sa fille.
Il avait fait tout ce qu'on lui avait demandé. Il était donc extrêmement déçu. Une voiture vint chercher McNeil et les agents. Ils se rendirent à l'autre station-service qui était à proximité, là où les autres policiers s'étaient réunis. Les deux tireurs d'élite qui s'étaient cachés dans le champ 3 heures plus tôt marchèrent jusqu'à la route où le shérif devait venir les chercher. Au moment où ils s'approchaient, une voiture passa près d'eux. Un groupe d'hommes et une fillette étaient à bord. La voiture se dirigeait vers l'autoroute. Ils alertèrent toutes les unités de patrouille du secteur. Le shérif de Johnson County, qui était en route pour aller chercher les tireurs d'élite, entendit l'appel et aperçut la voiture suspecte sur l'autoroute. Il tenta de la poursuivre, mais la berline n'eut aucun mal à distancer la camionnette que conduisait le shérif Eddie Box. Ma camionnette allait très lentement et ils m'ont semé aisément. Je ne pouvais absolument pas les suivre parce qu'ils roulaient à 160 km à l'heure. C'était incroyable. Malgré ses tentatives, le shérif perdit la voiture de vue. Il retourna au poste de commandement temporaire pour fournir un rapport détaillé de ce qui venait de se produire. Amy courait maintenant un plus grand danger encore, car les ravisseurs savaient maintenant que la police participait à l'opération. On reçut alors un appel de l'avion qui survolait la région. Le pilote avait repéré le véhicule. Les enquêteurs sur la route se mirent à sa poursuite. Le policier Bill Gunn se rappelle que les suspects roulaient sur l'autoroute 30 en direction de l'ouest. À ce moment-là, nous étions tous au courant de ce qui se passait et nous avions pris le véhicule en filature. On a continué à rouler à haute vitesse sur l'autoroute 30 en direction de Dallas et d'un autre village dans un comté voisin. 10 minutes plus tard, les policiers de l'État, les policiers des comtés et les agents du FBI s'alignèrent derrière l'auto des suspects qui refusaient de ralentir. Alors qu'un policier de l'État s'apprêtait à les doubler, on lui tira dessus. Sa voiture fut criblée de balles de fusils de chasse et de pistolets. Il se préparait à riposter quand il aperçut deux jeunes filles à l'arrière. L'une d'elles était la jeune Amy McNeil, que l'un des ravisseurs poussait contre la lunette arrière. Les ravisseurs ont commencé à faire feu par les fenêtres latérales à l'arrière de la Buick. Ils poussaient Amy contre la lunette arrière afin qu'on puisse la voir. Évidemment, il nous était impossible de riposter. À cause de travaux de construction, il ne restait plus qu'une seule voie praticable, mais les suspects ne ralentirent pas. Des projectiles transpercèrent la calandre de la voiture de tête des policiers et percèrent le carburateur, ce qui obligea l'agent à s'arrêter. La poursuite se continua à haute vitesse à travers 3 comtés, jusqu'à ce que les suspects prennent la sortie de la petite ville de Saltillo. Puis, contre toute attente, vers 4 heures du matin, ils s'arrêtèrent devant une maison et certains d'entre eux prirent la fuite à pied. Ils ouvrirent le feu sur les enquêteurs à leur poursuite. 2 d'entre eux se cachèrent derrière une camionnette garée dans l'allée, pendant qu'un des ravisseurs disparaissait derrière la maison. Aucun des policiers sur les lieux ne portait de gilet pare-balles. Quand je suis descendu de voiture, j'ai vu cet homme debout à l'avant de la fourgonnette. C'était un dimanche matin, il était 4 heures et il n'y avait pas de lune, si je me rappelle bien. Et chaque fois qu'il faisait feu avec sa carabine, il y avait des éclats de lumière tout autour. Les policiers se protégèrent derrière leur voiture et coincèrent les ravisseurs. La voiture abandonnée des suspects était dans la ligne de tir. Amy en était prisonnière. Un des ravisseurs tenta d'entrer dans la maison où vivait une dame âgée. Celle-ci tentait de se protéger, ignorant tout du drame qui se jouait à seulement quelques mètres de chez elle. La fusillade se poursuivait. Les enquêteurs savaient qu'ils devaient sauver Amy McNeil avant qu'il ne soit trop tard. À 4 heures du matin, le 13 janvier 1985, les agents du FBI et les policiers de l'État du Texas et de Johnson County tiraient sur les ravisseurs de la petite Amy McNeil.
Après avoir été prise en otage depuis presque 2 jours, elle était prisonnière dans la voiture de ses ravisseurs, en compagnie d'une jeune femme devant une maison de Saltillo au Texas. Le sergent John Dendy fut l'un de ceux qui bravirent les rafales de projectiles. Je pouvais voir l'un d'entre eux derrière la roue avant de la voiture, et c'était ma principale cible. Je ne pouvais aller nulle part ailleurs. La seule chose que je devais faire, c'était de les empêcher de tirer, et je ne pouvais y arriver qu'en les atteignant. À plusieurs kilomètres de là, dans une autre voiture, le père d'Amy était en compagnie du shérif de Johnson County et d'un agent du FBI. Tous trois se dirigeaient vers la scène de la fusillade. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que d'espérer que la jeune fille de 13 ans survive à cet affrontement armé. Pendant que la fusillade se poursuivait, un des policiers de Johnson County se rapprocha de la voiture des suspects, comme se le rappelle Bill Gott. Un des policiers accourut de sa voiture vers celle des ravisseurs. La petite lui a alors demandé s'il était un agent de police et il lui a répondu que si. Elle s'est alors accrochée à lui. L'agent remit la jeune fille effrayée aux mains d'un policier de l'État qui s'éloigna de la scène avec elle. Ils coururent sur la route où ils virent les renforts arriver. Après 44 heures de captivité, Amy McNeil, 13 ans, était enfin en sécurité. Le policier devait aviser les enquêteurs et transmettre la bonne nouvelle au père. L'agent spécial Rod Kicklighter était dans la voiture quand il reçut l'appel. Il nous semblait qu'il s'était écoulé plusieurs heures avant qu'on reçoive finalement la confirmation qu'Amy était en sécurité. Je me rappelle que son père ne cessait de me saisir à bras-le-corps et de me supplier de lui dire comment elle allait. Quand on a su qu'elle était en sécurité, il était en extase, comme nous tous d'ailleurs. Pendant qu'Amy se dirigeait vers la voiture dans laquelle se trouvait son père, l'échange de coups de feu avait cessé. Les 2 tireurs avaient été blessés. Les policiers avaient toujours leurs armes pointées sur eux, ignorant si les suspects avaient encore des munitions. Puis, un 3e homme surgit de l'ombre. Lorsqu'il constata qu'il lui était impossible de s'enfuir, il se rendit. Dans la voiture des ravisseurs, les enquêteurs mirent les menottes à la jeune femme et à un 4e homme qui était resté à l'intérieur pendant la fusillade. Les policiers annoncèrent à Amy que ses ravisseurs étaient maintenant tous sous bonne garde. Sur une autoroute déserte à 2 kilomètres de là, Amy courut bientôt jusqu'à la camionnette dans laquelle se trouvait son père. L'ex-agent spécial Clint Brown fut témoin des émouvantes retrouvailles entre ce père et sa fille. Nous étions très touchés. On a tous des enfants, des filles. C'était donc très émouvant d'assister à ces retrouvailles. On était si heureux de la façon dont cette affaire s'était terminée qu'on participait à toutes leurs émotions et à leur joie. Il n'y avait des blessés que parmi les ravisseurs. 2 d'entre eux étaient des repris de justice. Ils étaient sous l'effet des méthamphétamines au moment de la fusillade. On examina également la dame âgée. Elle avait survécu à cette mésaventure avec un léger choc nerveux. On vérifia le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture des ravisseurs. Elle avait été volée à Dallas la veille. Les enquêteurs comprirent pourquoi les criminels s'étaient arrêtés à cet endroit précis. On ne comprenait pas pourquoi ils s'étaient arrêtés devant cette maison en particulier, mais on a vu plus tard que c'était parce qu'ils étaient à court d'essence. James Foote, 34 ans, celui qui avait appelé pour demander la rançon, avait déjà travaillé pour McNeil. C'était lui qui avait mis au point le plan de l'enlèvement d'Amy. Pour avoir utilisé une arme dans le but de commettre un crime, il fut jugé coupable d'enlèvement et de tentative de meurtre et condamné à la prison à vie. Michael Mills, âgé de 27 ans, qui avait fait les appels subséquents, fut également jugé coupable d'enlèvement et de tentative de meurtre et condamné à la prison à vie. Les autres ravisseurs, Daniel Necker et Thomas Barnes, tous deux âgés de 21 ans, furent aussi reconnus coupables des mêmes crimes et furent condamnés à vie.
Quant à la jeune femme de 18 ans qui se trouvait avec eux, elle fut également accusée. Toutefois, elle n'avait rencontré James Foote que quelques jours plus tôt, avant qu'elle eût l'enlèvement. Elle fut terrifiée en voyant les hommes revenir avec la jeune fille de 13 ans. Elle était restée pour les empêcher de violer Amy. Plus tard, celle-ci confirma que la jeune femme l'avait protégée, comme nous le raconte Eddie Boggs, alors shérif de Johnson County. À la demande d'Amy, elle n'a écopé que d'une probation de 10 ans. Cette complice ne savait trop ce dans quoi elle s'était embarquée quand elle s'était jointe au groupe. Il consommait déjà de la drogue depuis plusieurs jours quand elle était arrivée. Elle a tout simplement été mêlée à quelque chose dont elle ne pouvait pas se sortir. 6 mois plus tard, le 4 juillet 1985, Foote fut transféré du pénitencier fédéral à la prison de Johnson County pour y faire face à d'autres accusations. Les autorités avaient découvert que les armes utilisées lors de l'enlèvement avaient servi à un vol à Dallas. Foote fut également inculpé de la tentative d'enlèvement d'un enfant à Arlington quelques jours avant l'enlèvement d'Amy. Dehors, il faisait une chaleur torride et le gardien de prison accepta d'apporter un tuyau d'arrosage pour que les prisonniers puissent se rafraîchir un peu. Pendant son absence, Foote en profita pour escalader la clôture de 2,5 mètres. Il parvint ensuite à passer sous les barbelés. Quelques secondes plus tard, le ravisseur disparut dans un boisé avoisinant. Ce soir-là, le shérif de Johnson County dut annoncer à McNeil que le ravisseur de sa fille s'était évadé. Personne ne savait où il se trouvait. Des policiers resteraient devant la résidence des McNeil aussi longtemps que Foote serait en cavale. On craignait qu'il ne cherche à se venger. McNeil offrit alors une récompense à quiconque fournirait des informations permettant d'arrêter Foote de nouveau. Quelques jours plus tard, le shérif Boggs reçut un appel prometteur. Le cousin de James Foote vivait près de Paris, au Texas. Il savait où Foote se trouvait. Il était entré en contact avec lui. Il y avait également des accusations contre ce cousin. Ce dernier était donc prêt à négocier avec nous. Foote se cachait dans la maison de son cousin à Paris, soit à 270 km au nord-ouest de la prison. Les policiers de Johnson County se préparèrent à prendre d'assaut la maison à un seul étage. Ils s'attendaient à une autre confrontation armée. Comme promis, le cousin s'assura que Foote était dans la maison au moment où les policiers arrivèrent sur les lieux. Cette fois-ci, il n'y aurait pas de fusillade. Les policiers capturèrent Foote sans problème. Il fut retourné à la prison, où il restera pour le restant de ses jours. À Austin, la capitale du Texas, le sergent à la retraite John Dandy fut parmi ceux qui furent honorés suite à l'heureuse conclusion de l'affaire. Aller ainsi à Austin pour parler au gouverneur et recevoir cet honneur n'était rien en comparaison avec la satisfaction que j'avais ressentie d'avoir sauvé la vie de cette jeune fille. Cela a réellement donné un sens à ma vie. Au cours de ma carrière de 36 ans au sein des forces policières, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que les autorités ont agi rapidement et n'ont jamais abandonné, Amy McNeil a pu retrouver sa famille et ses amis. Elle doit sa vie aux policiers et aux agents qui ont répondu à l'appel. Même en promenade sur les bords du lac Léman, Valerio ne quitte pas son téléphone portable. Il attend des nouvelles de ses nièces, Livia et Alessia, qui ont disparu depuis maintenant 2 semaines. Les 2 fillettes de 6 ans ont été enlevées par leur père, le beau-frère de Valerio. Les pires scénarios sont envisagés, et pourtant, il veut garder espoir. Vous pensez qu'il aurait pu tuer ses propres filles? Je ne sais pas. Je ne pense pas. J'ose espérer que non. Alessia et Livia. Leur disparition a mobilisé cette semaine les médias de l'Europe entière autour de leur famille. Car c'est un incroyable jeu de piste que les enquêteurs se sont livrés pour tenter de retrouver la trace des 2 fillettes. Leur père, Matthias Schepp, en instance de divorce,
est accusé de les avoir enlevés en Suisse le 30 janvier dernier, avant de partir en cavale en France, puis de se donner la mort 3 jours plus tard, en se jetant sous un train en Italie. Mais qu'a-t-il fait de ses enfants? Alessia et Livia sont-elles toujours en vie? Ou bien les aurait-il assassinés? Tout commence en Suisse, dans le village de Saint-Sulpice, dans la banlieue huppée de Lausanne. Arnaud Béda est journaliste pour un grand hebdomadaire suisse. Il a suivi l'affaire depuis le début. Alors ici, nous sommes devant le 14 chemin de Champagne à Saint-Sulpice, au bord du lac. On est à 2 rues du lac Léman. C'était donc la maison de Mathias Schepp, où il a disparu donc le dimanche 30 janvier. C'est une maison qui vaut à peu près 3 millions de francs suisses, qui appartenait au couple, qui appartient toujours légalement au couple. Un couple qui s'est formé en 2003. Mathias, alors âgé de 36 ans, est ingénieur dans une grande société. C'est là qu'il rencontre Irina, 37 ans, une collègue de travail d'origine italienne. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. 1 an seulement après leur rencontre, ils se marient. La même année, Irina donne naissance à 2 sœurs jumelles, Livia et Alessia. Une famille qui apparemment nage dans le bonheur. Et dans son quartier, Mathias Schepp fait figure de père modèle. C'est dans ce restaurant situé à 2 pas de chez lui qu'il avait ses habitudes. Anne-Laure, la patronne, garde un très bon souvenir de ce père de famille qui déjeunait ici avec ses enfants tous les week-ends. Et en principe, il s'installait ici. Ici à la banquette. Et puis les filles, après, ils se levaient ici. Il allait là-bas jouer, puisqu'il y a un petit coin enfant. Et le papa, il était ici souvent avec un journal. Et puis il observait les enfants. Et il communiquait comme ça, depuis ici. C'était l'harmonie totale. Et les enfants, ils lui rendaient beaucoup de sourires. Papa par-ci, papa par-là. Parfait. Gentillesse. Très attentif. Un peu réservé, mais toujours un petit sourire aux lèvres. Et puis, très poli, distingué aussi. Un beau monsieur. Mais Mathias va vivre une épreuve douloureuse qui va tout bouleverser. Son couple bat de l'aile, et en août dernier, Irina décide de le quitter. D'après son frère Valerio, c'est le comportement de Mathias qui provoque la rupture. Elle est partie de la maison parce que son attitude manifestement l'inquiétait. Il avait des sauts d'humeur de temps en temps. Ils avaient des altercations verbales probablement importantes. Et lui niait l'évidence du fait que le couple n'allait pas bien. Il avait une image de lui, d'une famille parfaite, tout le monde heureux, ce qui n'était pas le cas. Mais vraisemblablement, il s'en rendait pas compte. Irina s'installe alors avec leurs 2 filles dans cet appartement situé non loin du domicile familial. Mathias ne peut plus les voir qu'un week-end sur 2. Un déchirement pour ce papa poule qui, fin janvier, va subir un nouveau coup dur. Irina entame officiellement la procédure de divorce. Et en plus, elle lui annonce son projet de quitter la Suisse pour s'installer en Belgique, et cela avec ses 2 filles. Pour Mathias, cela signifie qu'il ne verra presque plus ses enfants. Ce sont ces événements qui auraient tout déclenché. Le dimanche 30 janvier, Mathias doit ramener les jumelles à l'appartement de son épouse en fin d'après-midi. Il lui écrit alors un SMS. « Je ne ramènerai pas les filles ce soir, je les conduirai directement à l'école. » Pour Irina, la maman, ce message est tout de suite très alarmant, d'autant plus que, comme nous le raconte son frère Valerio, les policiers vont découvrir chez Mathias un document lui aussi très inquiétant. À partir de quand Irina s'est inquiétée? Tout de suite. À partir de 6 heures du soir, elle a d'abord appelé à la police pour déclarer l'enlèvement. La police est venue à la maison, ils ont fouillé la maison, ils ont trouvé un testament. Et dans le testament est mentionné qu'il lèguerait tout à ses enfants. Et 2 paragraphes plus bas, si ses enfants ne seraient plus là, il lèguerait tout à son frère et sa sœur. C'est très inquiétant comme phrase. C'est extrêmement inquiétant, oui. Un testament. Pourquoi Mathias a-t-il rédigé ce document? Envisagerait-il de mettre fin à ses jours? En tout cas, au moment où Irina fait cette découverte, le père de ses enfants
est déjà bien loin de la maison familiale. Matthias Schepp a franchi en voiture les frontières de la Suisse pour rejoindre Marseille, où il arrive le lendemain matin. C'est la première étape d'une cavale de plusieurs milliers de kilomètres. D'après les enquêteurs, une fois sur place, il retire une somme d'argent importante, comme on le voit sur cette photo, prise par une caméra de vidéosurveillance. 7 500 € en liquide, en coupure de billets de 50. Et ce jour-là, Matthias va faire preuve d'une étonnante générosité. Dans ce parking où il a garé sa voiture, il a d'ailleurs laissé un excellent souvenir à l'un de ses employés. Le monsieur est arrivé, s'est garé là, il est descendu, j'ai pris un ticket, j'ai demandé le temps qui restait. Il m'a dit 2 heures, j'ai pris, j'ai garé le véhicule. 2 heures après, il est revenu. Je l'ai pas regardé sur le moment, je l'ai bien regardé, c'est quand il m'a payé, qu'il m'a dit gardez tout, ça m'a choqué. Pourquoi ça vous a choqué? Et c'est 45 € de pourboire, c'est énorme quand même. Il avait la railleur, il a déphasé. Alors moi, j'ai pas discuté, j'ai pris mon billet. Et voilà, j'ai montré où était le véhicule, il est allé le chercher, et il est parti. Voilà. Quelques instants plus tôt, il s'est rendu dans une agence de voyage où il a acheté 3 allées simples pour une destination qu'il connaît bien, la Corse. Il y a passé des vacances en famille en 2008. Et avant de partir, Matthias Schepp envoie une carte postale à sa femme, une carte sur laquelle il explique, désespéré, ne plus pouvoir vivre sans elle. En fin d'après-midi, il embarque à bord de ce bateau, le Scandola, direction Propriano, en Corse. Il monte la voiture sur le ferry, et comme l'atteste la liste des passagers, Matthias a réservé la cabine numéro 211 pour lui et ses filles. Pour 4 passagers. Donc là, on est dans une cabine typique du Scandola, 4 bannettes, 4 couchettes. 4 couchettes pour dormir pendant la traversée effectuée de nuit. D'après les enquêteurs, la voisine de la cabine 211 affirme avoir entendu des pleurs d'enfants dans la chambre d'à côté. Elle aurait aussi reconnu la petite Livia dans l'aire de jeu du bateau. Un témoignage confirmé par 2 autres passagères. Le lendemain matin, à la descente du bateau en Corse, les enquêteurs perdent la trace des fillettes. Mais ils ont établi que leur père est reparti sans ses enfants, le soir même, de Bastia, direction Toulon, puis à 1000 km de là, toujours en voiture, la ville de Naples en Italie. Un autre lieu où il aurait passé des vacances en famille il y a quelques années. Le 3 février, vers 13h, Matthias s'arrête manger dans cette petite pizzeria. Ce sera son dernier repas. Le propriétaire des lieux, Fernandino Trotta, se souvient bien de ce client venu manger seul ce jour-là. Il est arrivé et il s'est dirigé au fond de la salle. Il a tout regardé, les tables, puis il est revenu en arrière et s'est assis ici. Il a commandé un plat de charcuterie, une pizza et une bouteille d'eau plate. Le patron est seulement troublé par un détail dans le comportement de Matthias Schepp. La seule chose étrange, finalement, c'est qu'il y avait 4 adultes et 4 enfants à côté de lui. Et lui, il n'a jamais regardé les enfants. Durant la demi-heure où il a été à leur côté, les enfants ont fait beaucoup de bazar. Et lui, il est resté là, immobile, froid, les yeux dans le vague. L'après-midi même, il effectue la dernière étape de son périple qui va s'avérer macabre. Il se rend à Cerignola, 200 km de là. Et encore une fois, ce ne serait pas le fruit du hasard, car selon les enquêteurs, il souhaitait se rendre dans la région natale de sa femme. De là, il lui poste plusieurs lettres. Puis à 22h47, Matthias Schepp se jette sous les roues d'un train qui passe à plus de 150 km/h. Il meurt sur le coup. Mais que sont devenus Alessia et Livia?
Dans l'une des lettres envoyées à sa femme quelques heures avant de se suicider, le destin des 2 fillettes semble ne pas faire de doute. Ma chère, tu dois savoir que les enfants reposent en paix. Elles n'ont pas souffert, elles reposent dans un lieu tranquille, tu ne les verras plus. Sans la garde des enfants, je n'y arrive pas. Mathias a-t-il assassiné ses 2 petites filles? En épluchant le disque dur de son ordinateur, les enquêteurs ont en tout cas fait une découverte troublante. Quelques jours avant d'enlever les enfants, Mathias Schepp s'était renseigné sur les différentes techniques d'empoisonnement. L'une des hypothèses envisagées serait que le père de famille ait drogué ses filles lors de la traversée nocturne entre Marseille et la Corse. Il aurait ensuite jeté les corps des petites jumelles par-dessus bord. Un scénario inimaginable pour la maman des fillettes. Mercredi dernier, devant des dizaines de journalistes, Irina montre d'ailleurs qu'elle garde espoir. Je voudrais faire un appel à tous les témoins, à toute personne qui aurait pu voir mes filles Alessia et Livia avec leur père avant son décès jeudi. Toute information qui pourrait nous aider à les retrouver vivantes. Et rebondissement, le lendemain, en Corse. Olga, une habitante de Propriano, affirme avoir vu les 2 fillettes après leur descente du bateau. J'allais chercher mon journal et je vous dis, les enfants, ils ont passé à côté de moi, moi je traversais, les enfants étaient sur le même trottoir. Et surtout, selon ses déclarations, les 2 sœurs étaient accompagnées non seulement de leur père, mais aussi d'une femme. Elle était âgée de 45-50 ans. Ils avaient l'air de bien se connaître. Alors Mathias Schepp avait-il une complice à laquelle il aurait confié ses filles? C'est l'une des pistes que suivent les enquêteurs. Mais aucune hypothèse n'est écartée. Ils sont aussi à la recherche des corps qui pourraient se trouver quelque part en Corse, dans un endroit symbolique choisi par leur père, en souvenir de leurs dernières vacances familiales sur l'île de Beauté.